Ce que révèlent les élections américaines sur le conflit intérieur. Je vais vous lire un article de Thierry Meyssan, qui est un journaliste et très grand spécialiste du Moyen-Orient. Les élections américaines de mi-mandat ont été interprétées par les grands médias en fonction du clivage partisan républicain versus démocrate. Cependant, poursuivant son analyse de l'évolution profonde du tissu social, Thierry Meyssan y voit le net recul des puritains face aux luthériens et aux catholiques. Le réalignement politique de Donald Trump est en passe de réussir, comme avant lui celui de Richard Nixon. Lors des élections de mi-mandat US qui ont eu lieu le 6 novembre 2018, les électeurs ont été appelés à se prononcer de manière groupée pour renouveler la totalité des membres de la Chambre des représentants fédérale et un tiers des membres du Sénat fédéral. En outre, au plan local, ils ont désigné 36 gouverneurs, pourvus de nombreuses autres fonctions locales et répondu à 55 référendums. Ces élections sont considérées comme beaucoup moins mobilisatrices que celles du président. Les politologues américains ne s'intéressent guère au taux de participation dans la mesure où il est possible de ne participer qu'à certaines de ces élections groupées et pas à d'autres. Alors que depuis la fin de la guerre froide, le taux de participation à l'élection présidentielle américaine se situe entre 51% et 61%, à l'exception du vote pour le second mandat de Bill Clinton, qui n'a rassemblé qu'une minorité d'électeurs. Celui des élections de mi-mandat de Trump est de l'ordre de 36 à 41%, à l'exception de celui de 2018 qui aurait atteint 49%. Ainsi, du point de vue de la participation citoyenne, si les règles du jeu sont démocratiques, la pratique ne l'est absolument pas. S'il existait un quorum, c'est-à-dire un taux de participation des votants minimum pour que l'élection soit considérée comme valide, rares seraient les membres du Congrès qui seraient élus. Les représentants et sénateurs ne sont habituellement choisis que par moins de 20% de la population. Ceux qui analysent les résultats des élections en vue de pronostiquer les carrières des candidats observent les clivages partisans. Cette fois, la Chambre des représentants sera à majorité démocrate et le Sénat à majorité républicaine. Ce décompte permet par exemple d'anticiper la marge de manœuvre du président par rapport au Congrès. Cependant, à mon avis, donc c'est l'auteur qui parle, c'est Thierry Meyssan, il ne permet plus de tout comprendre l'évolution de la société états-unienne. Lors de la campagne présidentielle de 2016, un ex-démocrate, Donald Trump, s'était présenté à la candidature du Parti républicain. Il représentait un courant politique absent du paysage US depuis la démission de Richard Nixon, c'est-à-dire les Jacksoniens. Il n'avait a priori aucune chance d'obtenir l'investiture républicaine. Il élimina pourtant 1 à 1 ses 17 concurrents, fut investi et gagna l'élection face à la préférée des sondages, Hillary Clinton. Les Jacksoniens, du nom du président Andrew Jackson de 1829 à 1837, sont des défenseurs de la démocratie populaire et des libertés individuelles, aussi bien face au pouvoir politique qu'économique. Au contraire, l'idéologie alors dominante, aussi bien au Parti démocrate qu'au Parti républicain, était celle des puritains, l'ordre moral et impérialiste. Durant cette campagne, j'avais observé que la montée en puissance de Donald Trump marquait la résurgence d'un conflit fondamental. D'un côté, les successeurs des pères pèlerins, les puritains qui fondèrent les colonies britanniques des Amériques, et de l'autre, les successeurs des immigrés qui se battirent pour l'indépendance du pays. La première composante historique des États-Unis, les puritains, entendait créer des colonies au mode de vie pur, entre guillemets, au sens calviniste du terme, et poursuivre la politique étrangère de l'Angleterre. La seconde, les anglicans, les luthériens et les catholiques, fuyaient la misère dont elle était victime en Europe et espéraient s'en sortir par son travail. Ces deux groupes avaient trouvé un consensus autour de leur constitution.
Les grands propriétaires terriens qui rédigèrent la loi fondamentale ont longuement expliqué vouloir reproduire le système politique de la monarchie anglaise, mais sans créer d'aristocratie. Tandis que les seconds qui ajoutèrent la Bill of Rights, les 10 premiers amendements de la Constitution, voulaient poursuivre leur rêve américain sans risquer d'être écrasés par une quelconque raison d'État. Au cours des dernières années, les partis démocrates et républicains ont évolué pour devenir les porte-paroles de la pensée puritaine, défendre l'ordre moral et l'impérialisme. Les Bush sont des descendants directs des pères pèlerins. Barack Obama a composé son premier cabinet en s'appuyant massivement sur les membres de la Pilgrim Society, le club transatlantique présidé par la reine Elizabeth II. Hillary Clinton a été soutenue par 73% des judéo-chrétiens, etc. Au contraire, Donald Trump représentait seul l'autre composante de l'histoire politique américaine. Il est parvenu en quelques mois à prendre le contrôle du Parti républicain et à l'amener, en apparence tout au moins, vers ses convictions. Dans la situation actuelle, environ un tiers des États-Unis s'est violemment polarisé, donc un tiers des Américains, s'est violemment polarisé entre pro et anti-Trump, tandis que les deux autres tiers, beaucoup plus modérés, se tiennent en retrait. De nombreux observateurs considèrent que le pays est désormais aussi divisé qu'il le fut dans les années 1850, juste avant la guerre civile, dite guerre de sécession. Contrairement au mythe, le conflit n'opposait pas un Sud esclavagiste à un Nord abolitionniste, puisque les deux camps pratiquaient l'esclavage. Il portait en réalité sur la politique économique et opposait un Sud agricole et catholique à un Nord industriel et protestant. Au cours de cette guerre, les deux camps tentèrent d'enrôler les esclaves dans leurs armées. Le Nord fut rapidement capable de les libérer, tandis que le Sud attendit pour cela de sceller son alliance avec Londres. Des historiens ont montré que, d'un point de vue culturel, ce conflit prolongeait aux États-Unis la guerre civile anglaise, dite Grande Rébellion, entre guillemets, qui opposa Lord Cromwell et Charles Ier. Cependant, à la différence de l'Angleterre, où les puritains finirent par perdre, ce sont leurs descendants qui vainquirent aux États-Unis. C'est ce conflit qui menaça de ressurgir sous Richard Nixon et qui s'étale aujourd'hui au grand jour. Il n'est d'ailleurs pas indifférent que le milieu historien de cette question soit Kevin Phillips, l'ancien stratège électoral qui aida Nixon à s'emparer de la Maison-Blanche. Nixon réhabilita les électeurs du Sud, reconnut la Chine populaire et mit fin à la guerre du Vietnam, initiée par les démocrates. Il entra en conflit avec l'establishment de Washington qui le contraignit à la démission. C'est l'affaire bien connue du Watergate. On peut certes lire les résultats des élections de mi-mandat 2018 selon le clivage républicain-démocrate et conclure à une faible percée du Parti démocrate. Néanmoins, on doit surtout les lire selon le clivage luthérien-calviniste. Donc c'est plus une histoire de religion et de culture. Dans ce cas, on doit observer que non seulement le président Trump a participé intensivement à cette campagne, mais son prédécesseur Obama également. L'objectif était soit de soutenir le réalignement culturel opéré par Donald Trump, soit d'emporter la majorité du Congrès afin de le destituer sous n'importe quel prétexte. Le résultat est clair. L'impeachment est impossible et Donald Trump dispose du soutien d'une majorité de gouverneurs rendant sa réélection possible. Les nouveaux élus démocrates sont des jeunes partisans de Bernie Sanders, très hostiles à l'establishment de leur parti, notamment à Hillary Clinton. Surtout parmi les candidats républicains, tous ceux que le président Trump est allé soutenir sur le terrain ont été élus. Ceux qui ont refusé son aide ont été battus.
Les perdants de ces élections, au premier rang desquels la presse et Barack Obama, n'ont pas échoué parce que les républicains ou les démocrates, pas à cause des républicains ou des démocrates, mais parce que puritains. Contrairement aux commentaires des médias dominants, on doit constater que les États-Unis n'en sont plus en train de se déchirer, mais de se réformer. Si ce processus se poursuit, les médias devraient abandonner leur rhétorique d'ordre moral et le pays devrait revenir durablement à une politique d'hégémonie et non plus impérialiste. À terme, les États-Unis peuvent retrouver leur consensus constitutionnel.